laboratoire Triangle à l'ENS de Lyon. Elle est spécialiste des Lumières et de la Révolution française. Et elle travaille en particulier sur l'héritage des Lumières dans les pensées de gauche au XIXe et XXe siècle. Alors, parmi ses ouvrages, on peut citer « Comment l'utopie est devenue un programme politique » en 2015. Et puis, en 2020, ce livre « La gauche contre les Lumières », dont d'ailleurs, alors je ne sais pas s'il faut dire un héritier, mais il y a un nouvel ouvrage, « Les Lumières de la gauche », qui vient de paraître hier aux éditions de la Sorbonne. Alors avant de lui céder la parole, je voudrais quand même souligner peut-être brièvement l'importance de l'ouvrage ici, La gauche contre les Lumières. C'est un ouvrage d'abord philosophique, mais j'insiste sur le fait que c'est un ouvrage qui est aussi très accessible aux non-philosophes comme moi. Et je dirais même, à certains égards, une lecture qui peut être très utile pour notamment les étudiants et les chercheurs en sciences sociales, dans nos disciplines en sciences politiques, en sociologie. Et le troisième chapitre de cet ouvrage en particulier est intitulé, je cite, « L'anti-universalisme peut-il être de gauche ?» et traite directement des questions qui nous occupent aujourd'hui. Et je suppose qu'il alimentera une partie de votre intervention. Je vous cède la parole. Merci. Merci aux organisateurs de cette journée. Et on se disait tout à l'heure avec les autres intervenants qu'ils nous laissent vraiment la place nécessaire pour bien développer notre pensée, pour bien discuter. Donc merci pour tout ça. Mon intervention dans mon esprit, va répondre en fait un petit peu aux questions et aux problèmes que vous avez posés, aux apories. J'ai l'impression, en tout cas, je vais vous faire ma réponse aux apories que vous avez développées. Vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. On va voir. Alors, donc, comme on l'a vu là dans la première partie de la matinée, il y a, dans certains champs d'études contemporains, couramment, on remet en cause... alors, ça n'a pas été le cas ce matin, mais le rationalisme, l'universalisme et même les droits de l'homme comme porteurs d'un projet de domination idéologique et morale de l'Occident sur les peuples non européens. Et donc, dans cette perspective, et c'est la perspective de la journée, il faudrait décoloniser, pas seulement militairement et politiquement, comme ça a été fait dans les années 60, mais aussi la réflexion politique elle-même, en dépassant, au moins partiellement, le rationalisme et l'universalisme. Alors, je voudrais rappeler que cette attitude de défiance et de remise en question de l'héritage humaniste européen est relativement récente. On la trouve, en gros, sous la plume de chercheuses et de chercheurs et de militants depuis une quarantaine d'années, on va dire. C'est à partir des années 70, et plutôt vers la fin des années 70, donc bien après les indépendances, au moins 15 ans après, qu'ont émergé dans certains milieux intellectuels des pays du Sud, mais pas seulement, j'y reviendrai, des formes inédites de critique des dominations impérialistes qui avaient en commun, et c'était nouveau, de considérer l'essentiel de l'héritage des Lumières comme partie intégrante de la domination. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Donc, ces intellectuels partaient du principe selon lequel les pays décolonisés n'avaient ni la même structure fondamentale, ni la même trajectoire de développement que les pays occidentaux. Et donc, ils se proposaient de produire de nouvelles catégories théoriques pour comprendre les peuples non européens, étant entendu que les catégories disponibles étaient toutes, peu ou prou, le produit des sciences humaines et donc plus largement de la réflexion occidentale. Donc à ce prisme, le rationalisme, l'universalisme a été réinterprété comme un principe d'analyse européocentré qui devait laisser la place à des catégories qui seraient mieux adaptées aux réalités non européennes. C'était la condition sine qua non pour provincialiser l'Europe pour expression de Chakrabarty. Chakrabarty étant une des figures fondatrices des subaltern studies qui ont très rapidement été évoquées tout à l'heure. Donc, provincialiser l'Europe pour donner la parole ou mieux comprendre des groupes subalternes que l'historiographie classique avait eu tendance à exclure du récit. Donc, il y avait un enjeu d'émancipation épistémique qui devait passer par la critique des représentations de l'Orient produites par le discours occidental. Et donc, la déconstruction des stéréotypes produits par les sciences humaines européennes devait permettre, à terme, de légitimer un mode de pensée propre aux subalternes et sans doute, à terme, d'ouvrir la possibilité de modes d'action politique spécifiques. Alors, je voudrais soulever à mon tour un paradoxe qui n'est pas le même que ceux qui ont été évoqués tout à l'heure, mais le premier paradoxe qui me frappe, c'est que les peuples décolonisés en question n'ont pas eu besoin
de cette déconstruction épistémique pour se libérer de la tutelle très concrète des impérialismes européens. La prise de conscience de la dignité et de la légitimité des colonisés à prendre les armes pour défendre leur autonomie et leurs droits contre le colonisateur s'est accomplie sans qu'aucun intellectuel, et je dis bien aucun intellectuel, n'ait eu besoin de produire pour ça des catégories d'analyse ou des concepts ou des représentations spécifiques à la culture des pays concernés. Plus troublant encore, les luttes d'indépendance ont bien souvent, et c'est là-dessus que je vais revenir beaucoup dans mon exposé, les luttes d'indépendance ont bien souvent repris à leur propre compte des mots d'ordre et des idéologies nées en Europe, mais nées en Europe pour servir la cause de l'émancipation des opprimés occidentaux. Alors, comment est-ce qu'on interprète ce paradoxe ? Il y a, à mon avis, deux hypothèses. Une première hypothèse consisterait à voir dans ces idéologies de la décolonisation, donc pas de la décolonialisation, mais de la décolonisation, un manque de maturité ou peut-être un manque de radicalité théorique des luttes anticoloniales. Et donc, en fait, l'idée, ce serait que l'œuvre de libération politique devrait être prolongée et dépassée par un travail de libération culturelle et intellectuelle. C'est la première piste. Il y aurait des angles morts dans la lutte anticoloniale que les études postcoloniales devraient se charger d'éclairer. Il me semble qu'on peut formuler une deuxième hypothèse, qui est totalement opposée à la première, et qui est la suivante, que les leaders de la décolonisation auraient au contraire eu conscience de certaines nécessités de la lutte et de certains enjeux que les intellectuels des générations suivantes auraient oubliés. Ils auraient finalement, ces leaders de la décolonisation, été plus perspicaces que leurs descendants, en choisissant en réalité la seule voie possible pour l'émancipation. Alors, pour trancher cette question, je vous propose de revenir sur deux exemples de pensée anticoloniale formés par deux leaders des indépendances. D'abord celle de Ho Chi Minh pour le Vietnam et ensuite celle de Jawaharlal Nehru pour l'Inde. Je vais essayer de vous montrer, de préciser les contours de leur pensée, de restituer leurs démarches respectives et de montrer en quoi, à mon avis, elles sont plus efficaces sur le long terme pour porter l'émancipation du plus grand nombre que la déconstruction postcoloniale des idéaux et des valeurs humanistes héritées de l'histoire européenne. Donc, je commence par Ho Chi Minh et par la lutte du peuple vietnamien pour son indépendance. Le 2 septembre 1945, Ho Chi Minh proclame la chose suivante à Hanoï, je le cite, « Tous les hommes naissent égaux. Le Créateur nous a donné des droits inviolables, le droit de vivre, le droit d'être libre et le droit de réaliser notre bonheur. » Cette parole immortelle est tirée de la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique en 1776. Prise dans un sens plus large, cette phrase signifie « Tous les peuples sur la terre sont nés égaux, tous les peuples ont le droit de vivre, d'être heureux, d'être libres. » La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Révolution française de 1791 proclame également « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. » Ce sont là des vérités indéniables. Et pourtant, pendant plus de 80 ans, les colonialistes français, abusant du drapeau de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, ont violé notre terre, ils ont opprimé nos compatriotes. Leurs actes vont directement à l'encontre des idéaux d'humanité et de justice. Le Vietnam a le droit d'être libre et indépendant, et en fait est devenu un pays libre et indépendant. Tout le peuple du Vietnam est décidé à mobiliser toutes ses forces spirituelles et matérielles, à sacrifier sa vie et ses biens pour garder son droit à la liberté et à l'indépendance. Excusez-moi pour la longueur de la citation. Donc, plus d'un siècle et demi après la révolte des esclaves de Saint-Domingue, emmenée par Toussaint Louverture, au nom de l'égalité humaine proclamée par la France révolutionnaire, les déclarations des droits rédigées en Occident ne sont pas vues comme des chiffons de papier sans valeur, ni comme des curiosités locales qui ne pourraient s'exporter. Au contraire, elles sont brandies comme un antidote idéologique à la domination coloniale. Elles justifient, aux yeux du monde, la lutte contre l'oppresseur. Alors, la position de Ho Chi Minh en 1945, que je viens d'évoquer, renvoie à des conceptions politiques qui sont mûries de longue date. Au moment de la déclaration d'indépendance, le chef du Viet Minh, Ho Chi Minh, a déjà derrière lui près de 30 ans d'engagement, de lutte, qui sont marqués depuis 1920 par l'appartenance au mouvement communiste international. Et de son propre aveu, c'est la lecture des textes de Lénine, donc un occidental, sur la question nationale et coloniale qui le pousse à adhérer au PCF à sa fondation en 1920. Ho Chi Minh manie, et je vais essayer de le montrer, la rhétorique de l'universalisme prolétarien hérité du marxisme, et celle de l'universalisme de la Déclaration des droits de l'homme de 1989, comme des arguments particulièrement efficaces contre la métropole coloniale qui a promulgué cette déclaration avant d'en piétiner les principes. Donc, Ho Chi Minh n'a jamais rédigé de traité politique dans lequel il exposerait ses vues dans toute leur ampleur.
Donc je me fonde sur des indications qu'on trouve dans certains articles, certaines interviews, certains textes, pour comprendre sa démarche. Alors, il y a un texte qui est intéressant, qui s'appelle Indochine, qui paraît dans la Revue communiste en mai 1921, où on trouve développée l'idée, et c'est cette idée que je trouve intéressante, selon laquelle l'Asie, et en particulier l'Indochine, est mieux préparée au passage au communisme que l'Europe. Alors voici quelques arguments. Donc ça, c'est Ho Chi Minh qui parle. Le grand Confucius préconisa l'international et prêcha l'égalité de fortune. Il dit notamment « La paix mondiale ne vient que d'une république universelle ». En ce qui concerne la propriété privée, la loi annamite interdit la vente ou l'achat global des terres et de plus, un quart du terrain cultivable est obligatoirement réservé comme bien communal. Et il termine, Ho Chi Minh, en disant « Ce qui nous manque pour devenir communiste, ce sont les conditions les plus élémentaires de l'action, la liberté de la presse, la liberté de voyage, la liberté d'enseignement et d'éducation, la liberté de réunion. Tout ceci nous est sauvagement interdit par nos civilisateurs européens. » Alors, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans ? Il me semble que Ho Chi Minh répond en fait à de nombreux membres de l'internationale communiste, et notamment des membres européens, qui fustigent l'arriération politique des peuples colonisés. Ho Chi Minh opère un renversement par rapport à ses préjugés, et dans sa démarche, dans sa pensée, l'Asie colonisée devient une terre d'élection pour le communisme qui est pourtant un objectif d'abord fixé par Marx et Engels, deux Allemands, pour le prolétariat moderne de l'Europe. Alors, je voudrais souligner l'audace théorique et politique d'Ho Chi Minh, puisque, selon lui, ce projet communiste d'ampleur universelle est favorisé par le cadre culturel et économique traditionnel de l'Indochine, plutôt que par le développement de la grande industrie moderne. Pour lui, le confucianisme, les structures de la propriété paysanne prédisposent les Vietnamiens au communisme, à condition, évidemment, que le colonisateur leur concède enfin les libertés démocratiques modernes. Alors, ce que je voudrais souligner ici, c'est le syncrétisme de la pensée d'Ho Chi Minh. C'est-à-dire que, à mon avis, ça permet de sortir des apories qu'on a vues tout à l'heure. C'est-à-dire que loin d'opposer les cultures bloc à bloc, la culture d'un côté de l'Occident et de l'autre côté la culture de l'Orient, Ho Chi Minh insiste sur leurs aspects communs, sur leur convergence, malgré des points de départ différents. Il souligne la contradiction, dans cette perspective, des civilisateurs, entre guillemets, qui privent les colonisés des droits civils élémentaires. Et, par parenthèse, dans cette ligne-là, il suit Karl Marx lui-même, qui avait souligné à de maintes reprises combien l'obtention par le mouvement populaire et prolétarien des libertés démocratiques était un progrès vers la révolution sociale. Donc il s'inscrit à la fois dans la continuité de la Déclaration des droits de l'homme et des textes de Marx. Donc l'inversion de l'opinion colonialiste qui conduit à considérer les Indochinois comme l'avant-garde de la lutte émancipatrice, non pas l'arrière-garde, mais l'avant-garde, et les colonisateurs au contraire comme des sauvages, n'empêche pas, pour Ho Chi Minh, que l'objectif de l'humanité demeure commun. Le communisme doit vaincre partout. Et ça transparaît dans les considérations stratégiques qui concluent cet article. Je cite à nouveau, « Le jour où des centaines de millions d'Asiatiques martyrisés et opprimés se réveilleront, ils formeront une force colossale et ils pourront, en supprimant une des conditions d'existence du capitalisme, aider leurs frères d'Occident dans la tâche d'émancipation totale. » Donc là, je pointe cet usage d'un argument classique, l'argument classique dans la Vulgate marxiste, de dire que les colonies sont une condition d'existence du capitalisme. Les colonies ont besoin, les métropoles impérialistes ont besoin des colonies pour leur économie. Ho Chi Minh utilise cet argument au service d'une thèse qui est, elle, fort originale. Les colonisés sont les meneurs naturels et leurs frères européens sont une arrière-garde qui aura besoin de leur aide pour se libérer. Donc, je ferai observer que le futur Ho Chi Minh, à l'époque il n'est pas encore Ho Chi Minh, il s'emploie ici à provincialiser l'Europe, mais d'une manière tout à fait originale et déconcertante pour les habitués des études postcoloniales. Alors, je suis un peu... combien de temps non, ça va. Il vous reste 25 minutes. 25 minutes, mais j'ai encore beaucoup à dire. Je vais... pas que je vais de nouveau non, je vais essayer de faire au mieux. Donc, le combat d'Ho Chi Minh constitue, me semble-t-il, une réfutation radicale de l'idée selon laquelle l'inscription des leaders des décolonisations dans un cadre théorique rationaliste et universaliste signifierait ipso facto qu'ils seraient subordonnés, qu'ils manqueraient d'autonomie et d'audace dans leur pensée, dans leur action par rapport aux Occidentaux. L'allégeance au marxisme n'empêche pas du tout Ho Chi Minh d'affirmer devant l'internationale communiste tout entière
qu'il convient de réviser le marxisme en lui adjoignant les apports de l'ethnologie orientale. Cette position est, là aussi, extrêmement audacieuse. Et Ho Chi Minh ne s'arrête pas là. Il écrit « Marx a bâti sa doctrine sur une certaine philosophie de l'histoire, mais quelle histoire? Celle de l'Europe. Mais qu'est-ce que l'Europe? Ce n'est pas toute l'humanité. » Donc, Ho Chi Minh fait le constat de certaines insuffisances de la théorie marxiste concernant les sociétés non européennes, mais ça n'entraîne pas, selon lui, la nécessité de rompre avec le cadre théorique, pourtant ethnocentré. L'auteur invite au contraire à compléter, c'est son terme, la doctrine de Marx, avec de nouvelles données afin, là aussi je le cite, d'affermir le marxisme. Donc, Ho Chi Minh exhorte le mouvement communiste international à se préoccuper davantage de l'émancipation des colonies. Il leur reproche de ne pas le faire suffisamment. Il reproche notamment, il dit, l'action coloniale du PCF laisse à désirer, donc il est tout à fait critique. Mais en même temps, Ho Chi Minh ne voit pas de tâche plus urgente que celle-ci, donc je le cite, il faut former des militants indigènes, former non seulement des propagandistes, mais des révolutionnaires à l'européenne. Donc c'est cette perspective de Ho Chi Minh, qui est toujours évidemment surdéterminée par des préoccupations stratégiques, Ho Chi Minh n'est pas un philosophe, mais il ne cesse de chercher la synthèse entre la tradition révolutionnaire européenne et la culture politique orientale, ou plus exactement, à relier la culture politique orientale à une tradition révolutionnaire qui, dans son esprit, est dite européenne pour des raisons d'antériorité historique, mais qui, dans son esprit, elle relève du patrimoine de l'humanité en lutte pour son émancipation. Et c'est pourquoi, loin d'accabler de reproches les ouvriers européens qui restent silencieux devant les massacres coloniaux, Ho Chi Minh et ses camarades insistent sur la communauté d'intérêt de tous les dominés en Europe et hors d'Europe. Alors, je cite le manifeste de la Fédération générale des peuples opprimés, qui regroupe des Indiens, des Indochinois, des Coréens et des Chinois en 1925. Et donc, ces colonisés s'adressent aux Français, aux ouvriers français, en leur disant la chose suivante: ouvriers, nos amis, vous savez que tous ceux qui nous oppriment et ceux qui vous maltraitent sont les mêmes. N'est-ce pas que pendant la guerre de 14-18, les capitalistes se sont servis des Noirs et des Jaunes pour massacrer des Blancs, comme ils se sont servis des ouvriers de la race blanche pour tuer ceux des races jaunes et noires? Il en résulte que si vous voulez échapper aux griffes de vos tortionnaires, unissez-vous à nous. Donc j'insiste sur le caractère unitaire de cette démarche, qui me semble avoir complètement disparu de certains discours antiracistes contemporains, qui, par exemple, dissertent à longueur de temps sur le privilège blanc des ouvriers et des employeurs de manière complètement indistincte. Alors je passe, j'avais d'autres petites choses sur Ho Chi Minh à dire, mais vous avez compris l'esprit global. Donc, ma conclusion sur Ho Chi Minh, il ne s'agit évidemment pas d'idéaliser son œuvre. Vous m'accorderez qu'il y a une face sombre du régime vietnamien que, évidemment, je n'approuve pas du tout, le parti unique, etc. Mais je voudrais quand même souligner que l'orientation générale qui a été impulsée par Ho Chi Minh a permis, d'une part, de remporter l'indépendance politique du Vietnam, malgré l'agressivité incroyable des impérialismes, d'abord français puis américains. Et puis ensuite, après l'indépendance, elle a permis d'éviter certains écueils observables dans d'autres pays du Sud. La volonté de modernisation qui a présidé à la politique des dirigeants du Vietnam a permis le développement économique, l'établissement d'une citoyenneté fondée sur le droit du sol, donc à la française, entre guillemets, a débouché finalement, après des décennies de rapports compliqués avec les minorités ethniques, mais quand même sur l'égalité de tous les Vietnamiens devant la loi, quelle que soit leur origine ethnique, quel que soit leur sexe ou leur croyance religieuse, ce qui est quand même un acquis qui mérite d'être souligné. Je passe à Nehru, pour montrer que l'assimilation de l'héritage des Lumières européennes n'est pas le fait du seul Ho Chi Minh et n'est pas le fait des seuls marxistes. Je donne cet exemple de Nehru, premier président de l'Inde libéré de la tutelle britannique. Et je m'appuierai pour cette deuxième partie d'exposé sur La découverte de l'Inde, qui est un ouvrage qu'il écrit dans les prisons anglaises en 1944 et qui décrit sa vision du pays et sa vision de l'avenir de l'Inde. Il s'y livre notamment à une réflexion sur qu'est-ce que l'Inde, donc qu'est-ce que l'identité indienne, et il essaye de bâtir, disons, une conception de l'identité nationale dans la perspective de l'indépendance. Alors, ce qui est intéressant chez Nehru, c'est que contrairement à Gandhi, qui est l'autre père fondateur de la nation indienne, Nehru ne pense pas que l'avenir de l'Inde consiste en un refus de la modernité occidentale,
et en une simple régénération des traditions et des valeurs du passé. Au contraire, il explique que le principal devoir des leaders indépendantistes, je le cite, c'est de hausser le niveau global, psychologique, spirituel, mais aussi politique et économique, bien sûr, du peuple indien. Et dans cette perspective, il ne cache pas qu'il adhère à une conception rationaliste et scientifique du monde. Il affirme dès le chapitre introductif de la découverte de l'Inde « Je suis convaincu que ce sont la perspective et les méthodes de la science qui, plus que tout, ont révolutionné l'existence humaine, ouvert largement la voie à des innovations radicales et mené au seuil même de ce qui a longtemps été considéré comme du domaine de l'inconnu. » Ce qui est intéressant aussi chez lui, c'est que du coup, cet attachement à la science l'amène à tenir des discours anti-obscurantistes et même anti-religieux, assez radicaux. Il écrit les maux de la société auxquels il est sans doute possible de remédier dans la plupart des cas sont imputés au péché originel, au caractère inaltérable de la nature humaine ou de la structure sociale, ou encore, en Inde, à l'héritage inéluctable des existences antérieures. Ainsi s'éloigne-t-on d'une démarche de pensée rationnelle et scientifique pour se réfugier dans l'irrationnel, la superstition, les préjugés et les comportements sociaux déraisonnables et injustes. Et il estime la religion a endigué la propension au changement et au progrès inhérente à la société humaine, donc il raisonne toujours sur la société humaine en général, comme si toutes les sociétés humaines avaient quand même des points communs. Et par conséquent, il conclut, l'Inde doit perdre de sa religiosité pour se tourner vers la science. Donc Nehru voit le salut de l'Inde indépendante dans le développement économique rapide, basé sur la grande industrie, l'agriculture mécanisée et sur une méthode scientifique de gestion des ressources et des flux. La modernisation matérielle est nécessaire selon lui pour faire de l'Inde une puissance autonome, satisfaire les besoins de la population. Et il décrit de la manière suivante son objectif. Religion, culture, langue, droits fondamentaux de l'individu et du groupe devraient être garantis et protégés par des clauses fondamentales dans une constitution démocratique qui s'appliqua de la même façon à tous les individus. Et tous les individus, par là, il inclut aussi les femmes. Les femmes doivent partager rigoureusement les mêmes droits que les hommes en matière de citoyenneté. Et là aussi, on retrouve, alors, de manière similaire à ce qu'on a vu chez Ho Chi Minh, une espèce de volonté syncrétique. Il écrit, Nehru, « Nous n'avons pas besoin d'aller puiser des idées de tolérance religieuse et culturelle à l'étranger, elles font partie de la vie indienne. En matière de droits individuels et politiques, nous étions influencés par les idées que véhiculaient les révolutions américaines et françaises, ainsi que par l'histoire de la Constitution du Parlement britannique. Les idées socialistes et l'influence de la révolution soviétique arrivées plus tard donnèrent à nos réflexions une nette orientation économique. » Donc il n'y a pas de rupture, il y a une continuité entre les traditions de pensée de la vie indienne. Il écrit qu'il y a en Inde une tradition raffinée de débat raisonné sur la vie et l'action morale, que prolonge d'une certaine manière, ou en tout cas que complète l'héritage européen des révolutions américaines, françaises, et celle de la révolution, et l'héritage de la révolution russe. Et donc, Nehru effectue une synthèse entre raison orientale et raison occidentale, souligne la continuité plutôt que la rupture de l'une à l'autre. L'Inde moderne doit intégrer le concert des nations, et il écrit « Nous devons faire nôtre tous les accomplissements de l'humanité et rejoindre les autres pays dans la grande aventure de l'homme. » Donc, aux yeux de Nehru, le nationalisme indien, enfin le nationalisme au sens l'anticolonialisme, n'est incompatible ni avec l'universalisme de la civilisation moderne, ni avec l'internationalisme qui doit dicter à ses yeux une attitude de solidarité et de coopération égalitaire avec les autres peuples. Alors, là aussi je passe un peu, la conception, on pourra y revenir si vous le voulez dans la discussion, la conception, il me reste combien de temps ? Oui, 15. 15. Bon, si, alors ça va, je peux développer un peu. Oui, ce que je voulais dire, c'est que le point de vue de Nehru était en désaccord parfois profond avec d'autres membres du Parti du Congrès, et notamment, il s'est opposé à celui de Gandhi, qui, lui, voyait dans la modernisation le principal obstacle à la renaissance nationale. Gandhi préconisait un mode de vie rural, ancestral. Il était réticent à doter l'Inde d'un système parlementaire, d'une armée, et plus généralement d'un État centralisé. Gandhi incitait les Indiens à sortir de la civilisation industrielle, du machinisme, à tourner le dos aux acquis du progrès scientifique, médecine comprise.
la seule véritable concession de Gandhi à la modernité, elle résidait dans sa conception de la citoyenneté. C'était une conception malgré tout marquée par le sécularisme, et Gandhi, approuvait l'idée d'une citoyenneté indépendante de toute référence à telle ou telle religion. Mais malgré ça, Gandhi préconisait à chacun de vivre dans la foi de ses ancêtres, et il s'est toujours montré hostile au mariage interreligieux, aux conversions, à l'athéisme et à l'émancipation féminine. Donc, et ce qui est intéressant dans le cas de l'Inde, c'est que les deux conceptions se sont exprimées. Une conception moderniste, disons, de synthèse entre raison orientale et occidentale, et une conception, je ne sais pas comment dire, traditionnelle, en tout cas de rupture avec la modernité occidentale ou d'origine occidentale, pourrait-on dire. Finalement, c'est la ligne modernisatrice et rationaliste incarnée par Nehru qui l'a emportée au moment de l'indépendance de 1947, même si la partition avec le Pakistan n'a pas pu être évitée, avec les tragiques conséquences que vous savez sans doute. Mais donc l'Inde indépendante se dota d'une constitution démocratique. Il n'y a pas de religion d'État officielle, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. La constitution de 1950 garantit la liberté religieuse et les institutions publiques avaient pour tâche de traiter tous les citoyens de la même manière. Alors, cela dit, les dirigeants du Congrès ont dû en rabattre quand même face aux exigences des chefs religieux traditionnels des différentes religions. Et finalement, ils ont fait pas mal de concessions à ces chefs religieux, puisque toute une partie du droit civil, le droit de la famille, tout ce qui concerne le mariage, l'héritage, etc., reste jusqu'à aujourd'hui, je crois, en tout cas elle est restée longtemps, subordonnée au code religieux et aux traditions des différentes confessions. Donc malgré tout, on n'est pas dans un État en Inde où les individus sont complètement émancipés de la religion de leurs parents dans leur vie, dans le droit civil. Donc le sécularisme indien, c'est un sécularisme, on va dire, partiel. Il ne sépare pas radicalement les affaires publiques des différents clergés. La question, évidemment, c'est de savoir si une telle séparation était praticable ou pas dans le contexte des années qui suivirent l'indépendance. Quoi qu'il en soit, on peut constater que 70 ans après, la concurrence et les conflits intercommunautaires ne sont pas éteints. Mais malgré tout, le sécularisme qui s'est imposé à la majorité de la population a quand même longtemps amoindri les différences liées à l'appartenance religieuse des citoyens. Il a protégé quand même jusqu'à un certain point les minorités religieuses et il a favorisé une certaine cohésion sociale. Surtout si on compare au Pakistan, qui a partagé le même passé colonial que l'Inde. Par rapport au Pakistan, clairement, l'Inde pouvait se targuer jusqu'à récemment, je dis jusqu'à récemment parce que les nationalistes hindous sont en plein boom en Inde, et donc cet équilibre est probablement remis en cause au moment où je parle, mais jusqu'à une certaine date, l'Inde pouvait quand même se targuer d'une certaine stabilité politique, d'un développement économique qui a largement amélioré quand même le niveau de vie moyen, malgré des inégalités très fortes. Et surtout, ces minorités religieuses, ils jouissaient jusqu'à une date récente d'une situation bien plus enviable que leurs voisines, notamment pakistanaises. Alors, je voudrais maintenant tirer un certain nombre de conclusions de ces deux parcours dans la pensée de deux leaders des indépendances. On constate, et j'aurais pu prendre d'autres exemples que ceux-là, que ceux qui ont vraiment combattu l'impérialisme à travers le monde jusqu'aux indépendances étaient très loin de rejeter unanimement l'héritage universaliste et rationaliste des Lumières et de la Révolution française. Et je voudrais insister sur le fait que, loin de porter préjudice à l'émancipation des peuples du Sud de la tutelle occidentale, le fait d'assumer l'universalisme, le rationalisme, le progressisme né en Europe a constitué, c'est là-dessus que je voudrais insister, au contraire, une de leurs meilleures armes. D'un point de vue politique, c'est ce qui leur a permis de donner à leur combat anticolonialiste une valeur universelle, c'est-à-dire une valeur que tous les autres peuples pouvaient non seulement comprendre, mais aussi soutenir. Ça a permis c'était un levier politique d'une grande force. Associé à une revalorisation de la culture locale, c'est-à-dire que ni chez Ho Chi Minh ni chez Nehru, ça ne s'accompagne d'un abandon total des traditions de pensée locales, mais elle leur a donné une légitimité qui a contribué à donner à leur combat une large assise, non seulement à l'international, comme je le disais, mais aussi au sein de leur propre pays. C'est vraiment la synthèse, non pas le rejet de l'une ou de l'autre, mais bien la synthèse entre, on va dire, le meilleur des deux héritages, ou le plus émancipateur dans les deux héritages, qui a permis
d'enraciner le combat anticolonialiste à l'intérieur des frontières du pays concerné et qui a permis de donner une légitimité à l'étranger. Et c'est cette démarche fondamentale qui a aussi présidé aux premières réalisations institutionnelles, économiques et politiques qu'ont suivi les indépendances. Donc, il me semble que le paradoxe n'est qu'apparent si on voit que l'allégeance à l'héritage des Lumières est au fondement des conceptions modernes de l'État et de l'économie qui devaient permettre à leurs promoteurs et à leur peuple de s'émanciper de la domination occidentale. Et une des raisons que je n'ai pas évoquées jusqu'ici, mais que je voudrais évoquer maintenant de ce fait, c'est que, d'une certaine manière, n'en déplaise à ceux qui voudraient promouvoir une épistémologie non occidentale, on a une réalité du capitalisme mondial qui impose à tous les peuples du monde des contraintes objectives. Et je voudrais terminer sur cette idée. Tout pays qui est doté d'infrastructures économiques obsolètes d'un point de vue capitaliste, il est condamné à demeurer sous la dépendance des pays plus puissants qui achèteront ces matières premières au prix du marché mondial, donc qui vont rendre le fournisseur dépendant des fluctuations du marché mondial, qui vont lui fournir des produits à leurs propres conditions, qu'il ne pourra pas infléchir, puisqu'il n'aura pas les moyens économiques de le faire. Et donc, d'une certaine manière, je dirais qu'il est trop tard, d'un point de vue historique, pour se demander si les subalternes ne seraient pas plus heureux et plus libres s'ils se passaient des aspects de la culture occidentale que j'évoque. La colonisation puis la globalisation capitaliste ont entraîné les peuples les uns après les autres dans le marché mondial et dans une histoire universelle dans laquelle tous les peuples sont aujourd'hui profondément interdépendants. Il n'est, me semble-t-il, tout simplement plus possible de prétendre s'en extraire et faire bande à part, ni d'un point de vue économique, ni fondamentalement d'un point de vue culturel. Dans cette perspective, l'indépendance économique, même relative, elle passe par un développement capitaliste des moyens de production et d'échange. Et ce développement économique est impensable sans recherche scientifique, sans planification rationnelle, sans élever le niveau d'instruction en général de la population concernée, filles et garçons. Bref, sans aligner assez massivement la culture locale sur les standards éducatifs, scientifiques et technologiques de la modernité. Comme le note à ce propos un intellectuel indien, Vivek Shibber, et je le cite, « Non seulement il est vrai que tous les pays qui ont amélioré leur situation se sont modernisés, mais il est encore plus vrai que les seuls pays à avoir connu une telle amélioration ont été ceux qui ont emprunté la voie de la modernisation. Autrement dit, les seuls pays qui se sont libérés d'eux ou ont assoupli la domination néocoloniale ont été ceux qui se sont ralliés à la raison. » Fin de citation. Je précise au passage que l'ouvrage de Vivek Shibber, qui s'appelle La théorie postcoloniale et le spectre du capital, qui est extrêmement critique à l'égard des études postcoloniales, a recueilli un large écho. Il a il a été très débattu à sa parution dans le monde anglophone. Il a été très peu discuté lors de sa sortie en France et en Belgique en 2018. Et je souligne ce manque parce que c'est un texte extrêmement intéressant. Donc, si on prend l'Inde, le Vietnam, mais la Chine, le Brésil, sont autant d'exemples de pays autrefois soumis à la tutelle coloniale qui ont réussi le pari d'une synthèse entre leur culture d'origine et la culture rationaliste européenne, qui leur permet désormais de jouer à jeu égal avec les puissances occidentales. Parce qu'on parle de décolonialisation de la pensée, mais il y a quelque chose qui est peut-être plus matériel et plus terre-à-terre, mais qui est, à mon avis, tout aussi déterminant, peut-être même plus, c'est de pouvoir être indépendant en tant que pays et de pouvoir jouer à jeu égal avec les puissances occidentales, voire, dans le cas de la Chine, de surpasser les puissances occidentales. Alors évidemment, le développement économique n'est pas l'unique indicateur permettant de mesurer le bien-être des habitants. Il est loin de régler tous les problèmes, on est tout à fait d'accord. Toutefois, il me semble important de souligner quelque chose dont on ne discute pas beaucoup quand on discute de la décolonisation et de la décolonialisation. En ce début de XXIe siècle, pour la première fois depuis des siècles et des siècles, le centre de gravité de l'histoire humaine est en train de se déplacer. Il est en train de quitter l'Occident pour aller s'établir en Extrême-Orient, du côté de l'Inde, de la Chine, du Vietnam. Et qui aurait eu l'audace d'imaginer une telle évolution, ne serait-ce qu'il y a 50 ans? Donc, l'avenir dira si l'émergence de grandes puissances non occidentales correspond ou non à une amélioration globale pour l'humanité. Ça, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, la provincialisation de l'Europe dont il est question n'aura été rendue possible qu'en retournant contre la domination de l'Europe ses propres armes théoriques et politiques. Je vous remercie de votre attention. Voilà, merci beaucoup.